La R5 Diamant, c'est notre deuxième essai de car tailoring après la suite numéro 4 qui avait été faite avec Mathieu Lehanner. Et on s'est tourné cette fois sur les 50e anniversaire de la R5 et on a travaillé cette fois avec Pierre Gonalon avec un tout petit peu plus de temps. Là ça a pris à peu près 3 mois, donc le premier projet c'était 5 semaines, donc c'était un peu plus confortable. La rencontre avec Renault pour célébrer l'anniversaire de la R5 avec ma vision de la R5 en 2022, c'était vraiment une très belle proposition. Évidemment, quand il s'agit d'une carte blanche comme c'est le cas ici, il y a un territoire plus personnel qui s'exprime, qui n'est pas forcément le même que quand on a un cahier des charges très précis. C'est évidemment un vrai plaisir d'être appelé pour exprimer son univers sur une voiture. À l'extérieur, j'ai choisi la couleur rose pour la carrosserie. C'est quelque chose qui est venu assez immédiatement, sachant que la R5 elle avait quand même eu dès l'origine une existence quand même assez impertinente, assez subversive. Elle est sortie en orange en 72 avec un intérieur en vinyle orange, donc il y avait quand même une envie d'être révolutionnaire, enfin il y avait quand même une envie de bousculer les codes. Et qu'est-ce que le pop en 2022? C'est toujours les extrêmes qui se réunissent, c'est le luxe avec la rue, c'est le sport avec quelque chose de très précieux. Donc il y a toutes ces références qui se mélangent pour créer une sorte d'équilibre qui me semble être la bonne réponse et la vision du pop en 2022, en tout cas ma version du pop, avec des clins d'œil comme les phares diamants. Bon, là, il y a un territoire de la joaillerie qui m'a inspiré sur les finitions précieuses, mais également quelque chose d'assez souriant parce que c'est finalement 2 gros phares de rallye qui sont extraits de la carrosserie pour être projetés vers l'avant comme une R5 Turbo de rallye, enfin quelque chose qui soit très sport. Et évidemment avec ce clin d'œil des diamants parce que c'est une grande dame de 50 ans, donc il a fallu, voilà, c'était l'idée qu'elle soit aussi très bien habillée pour ses 50 ans. Dès le premier sketch, il voulait vraiment sortir les feux pour en fait respecter la forme de la caisse et avoir les feux comme des éléments rapportés, complètement extérieurs à la caisse en elle-même. Et donc c'était un peu curieux au départ, ça nous a un peu troublé nous en tant que designer automobile, mais on a respecté l'ensemble. Et la deuxième chose, c'était le traitement qui voulait complètement en forme de pierre précieuse, donc il voulait facetter ses feux complètement. Ce qu'il a fait avec l'intention aussi de cacher tout ce qui était possible en termes de sources lumineuses. Donc en fait, lorsqu'on voit les feux, on ne voit pas d'où vient la source lumineuse et pourtant ils éclairent l'ensemble avec une force assez importante. Il y avait l'idée de retendre quelques lignes. Évidemment, on a retravaillé le capot et les ailes latérales puisque les phares ont été sortis de la carrosserie, donc on a rebouché quelque part. J'ai retravaillé les bandeaux, j'ai retravaillé les clignotants arrière qui sont maintenant venus verticaux. Donc il y a quand même des codes qui, comme ça, aussi de la modernité, de la technologie qui m'ont amusé à bouger. Bon, globalement, je n'y ai pas touché, mais je pense que tout le monde la reconnaîtra. Je ne pense pas l'avoir trahi, je l'ai modernisé de manière chirurgicale. Et j'ai envie de dire peut-être la chose que j'ai vraiment le plus fait bouger, ce sont les poignets, qui sont ces boules dorées, qui sont très reconnaissables, qui signent un peu la vision extérieure de la voiture et qui se baladent entre des poignées de porte haussmanniennes, comme des petites boucles d'oreilles en or. Voilà, chacun y verra ce qu'il veut, mais je trouvais que c'était le clin d'œil contemporain. Alors on prend une Renault 5 3 portes qu'on a beaucoup transformée. D'abord
par la motorisation puisqu'elle a été électrifiée. Ensuite, on l'a transformée en toit ouvrant puisque c'est très difficile de retrouver des R5 en toit ouvrant. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et les sièges ont été utilisés d'une version GTX, je crois, parce que la forme correspondait mieux en fait au dessin qu'avait fait Pierre au départ. On a repris des jantes de R5 Alpine et puis il y a eu d'autres modifications. On a presque transformé tous les panneaux, puisque l'idée étant d'épurer, de changer toutes les poignées, mais qui comportent en fait des sensors qui font qu'en fait on lit l'empreinte digitale sur la poignée. Donc l'idée c'est de retrouver les technologies qu'on a peut-être dans de la téléphonie sur un véhicule. Et tout le travail, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, a été en fait de simplifier cette interface digitale et d'avoir quelque chose qui est une technologie complètement cachée et complètement intégrée et qui libère le conducteur plutôt que de l'encombrer. Je viens de l'univers de la maison et j'ai apporté tout ce bagage dans la voiture, donc il y a peut-être ce feeling plus maison, plus salon. Et donc il y a des belles matières, les fauteuils sont en cuir et en bouclette de laine, le tableau de bord est gainé de crin, de cheval. Il y a les tapis de sol qui sont des tapis faits par une manufacture française historique à Aubusson. Donc on l'a tissé avec du mohair. Et également des détails métal qui sont dorés à l'or 24 carats. Et c'est un atelier qui travaille avec des maisons de mode ou de joaillerie. Donc un peu moins de technologie, un peu plus d'émotion, de matière, de ressenti. Autant j'adore l'extérieur, mais vraiment l'intérieur c'est un peu mon préféré parce que il y a deux choses. D'une part, on a lissé complètement toutes les surfaces intérieures qui pourtant n'étaient pas très compliquées déjà sur le véhicule de base. Les panneaux de porte à l'époque étaient relativement simples. Il y avait une partie de tôle et puis ensuite une petite partie en sky comme on disait à l'époque. Mais là en fait on a épuré complètement ça. On a juste la poignée qui sert à ouvrir, à tirer et également à baisser la vitre. Donc en fait elle a trois fonctions et du coup on a juste une petite sphère dans un océan de flocage beige et c'est avec cette technique que là aussi on a été chercher et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et ça permet d'être exactement dans la forme qu'on souhaitait. Donc là aussi grande épuration pour tout ce qui est la partie planche de bord et la planche de bord en elle-même qui est donc un cylindre pur qui a été traité avec deux matières, donc une matière nacrée et puis un tissu qui est un tissu en crin de cheval, en crin véritable, qui nous a donné beaucoup de soucis parce que le tissu est complètement transparent. Donc du coup, on ne peut pas du tout le plaquer avec de la colle parce qu'on verrait ça. Donc il a fallu en fait le gainer par l'arrière et de façon à ce qu'on puisse voir tout ça. Mais tout ça donne un ensemble qui est extrêmement doux, très naturellement accordé. Et ensuite, on est parti là-dessus. Le volant, c'est le geste design, le geste qui signe la voiture. Et donc là, j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose d'un peu inattendu et j'ai envie de dire presque surréaliste. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas du tout une matière qui est destinée à recevoir les efforts d'un volant. Mais il se trouve que c'est une technologie que j'ai pu utiliser dans mon propre mobilier, qui est une mise au point d'une entreprise française. Donc c'est du marbre structurel, tubulaire et structurel, donc il y a une énorme résistance. Et donc je me suis exprimé comme ça avec ce geste elliptique qui raconte aussi bien un circuit de voiture que le mouvement du créneau. Bon, et là je ramène mon univers un peu, j'ai envie de dire, poétique dans tout ça. C'est là, voilà, c'est la touche, c'est la signature de la voiture. Il y avait deux choses qui nous ont frappé lorsqu'on a vu les premières sketchs. Il y avait donc les phares, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y avait aussi le volant. Donc il y avait une forme très particulière
bon, c'était un petit peu bizarre pour nous de voir ça, d'abord parce que la forme du volant s'imbrique et ensuite va retrouver la colonne de direction, et ensuite parce qu'ils souhaitaient le traiter en marbre. Donc ça nous paraissait un petit peu compliqué, on n'avait jamais fait ça, et je pense d'ailleurs que ça doit être le premier volant marbre de l'histoire de l'automobile. Ça se conduit vraiment, et le volant, pour parler de ça, nous on ne voulait pas, et Pierre non plus, que ce soit un volant uniquement décoratif. Et donc en fait on a fait une impression 3D de ce volant, et on a d'abord testé avec une impression 3D si on pouvait conduire la voiture avec. Et uniquement quand on a réussi à refaire en fait la forme telle qu'elle, avec le bon diamètre et l'ensemble, et là on a fait le volant en marbre qui correspondait exactement à cette taille-là. Tout l'intérêt en fait de ces collaborations, c'est que ça nous oblige à penser, à trouver des solutions qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est un petit peu la même chose que sur les show-cars, mais avec une vision un peu différente, une version plus orientée sur l'aspect extérieur, la matière, le rendu de la couleur, etc.